On se le cachera pas de ces temps-ci, il y a plein de choses qui remontent le moral. C'est l'été, la belle température est là, et c'est le retour des soirées de jeu entre amis. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le quoi de neuf du mois de juin 2021. 2021, on est déjà rendu la moitié de l'année et je vois l'autre moitié 2021 avec beaucoup plus de positivisme. Je dirais que là, les restrictions sanitaires commencent à s'enlever tranquillement pas vite et on peut finalement retrouver nos amis, pouvoir partager une table, mais simplement juste pouvoir passer du bon temps. Et ça, je dirais que ça remonte énormément le moral. Donc, mais aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de la température, je suis là pour vous parler de mes expériences de jeu du mois passé. Donc c'est le fun parce que là, on a recommencé à jouer un petit peu, on peut commencer, j'ai même fait des soirées de jeu avec 3 joueurs, ce qui était rendu très rare. Bon, j'ai pu jouer beaucoup à 2 joueurs, mais à 3 joueurs, ça s'en est plutôt rare. Donc ça fait du bien, je dirais, là, ça remonte le moral et ça met des bonnes vibes. Donc je commence avec quelques petites statistiques ludiques personnelles, comme j'aime bien garder la suite de tout ce qui se passe dans mes parties jouées. Alors ce mois-ci, j'ai joué 37 parties de 23 jeux différents, donc quand même une bonne variété de jeux, et là-dedans, il y en a 9 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc, bien entendu, je ne passerai pas en revue tous ces jeux-là, mais je vais quand même vous donner mes expériences rapides sur chacun de ceux-là. Donc, je vais commencer immédiatement avec un petit jeu que j'ai pu jouer. On a pu jouer, en fait, un souper de couple d'amis. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas fait ça. Et j'ai pu sortir un petit jeu juste pour en remettre en ambiance. C'est le jeu Non Merci, donc No Thanks. Moi, j'ai la vieille version. Bon, j'ai mis la boîte. Je sais qu'il y a une nouvelle version aussi qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Non Merci, c'est un jeu tellement simple. C'est un jeu de cartes avec des petits pinouches qui vont servir comme des mini jetons de poker. Mais à la base, c'est un jeu incroyablement simple. Et c'est le genre de jeu qu'on peut jouer beaucoup de parties. Puis c'est un jeu qui intimidera pas non plus les gens qui sont moins joueurs. Parce que on se le cachera pas. Si vous écoutez cette vidéo-là, c'est probablement parce que vous avez un intérêt poussé vers le jeu. Puis vous avez probablement essayé un paquet de choses différentes. Mais il faut se rappeler que ça peut sembler intimidant des fois. Non merci, c'est un petit jeu de cartes comme très facile à sortir, donc je pense qu'on pourrait, de la minute que la personne aime ça jouer aux cartes, quand ils disent « Ah, moi j'aime ça jouer aux cartes », ben parfait, excellent, c'est un petit jeu de cartes plutôt sympathique. Donc dans Non Merci, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir tenter de faire perdre le moins de points, donc avoir le plus de points, donc éviter de ramasser des cartes, parce que chacune des cartes qu'on va ramasser va nous faire perdre des points. Les cartes sont numérotées de 1 jusqu'à 35, il y en a certaines qui sont en or, et ce qu'on va faire simplement, c'est qu'il y a une carte qui est révélée, et les joueurs vont décider s'ils la prennent ou s'ils disent non merci. Donc si on dit non merci, on prend nos petits jetons. En début de partie, là, c'est divisé selon le nombre de joueurs, donc c'est une économie fermée, et là, on peut simplement dire non merci de manière à faire ça, et quand on va ramasser la carte qu'on va la prendre, on va prendre les jetons qui sont dessus. Incroyablement simple, mais ce qui est surprenant avec ce jeu-là, c'est que ça a beaucoup plus de profondeur que ça peut sembler. Parce que la twist, ce qui rend le jeu intéressant, c'est que lorsqu'on prend une carte, on va la placer devant nous, mais si on a des cartes qui se suivent, donc une suite, peu importe le côté, on va pouvoir les mettre ensemble et simplement perdre une valeur. Donc si jamais j'aurais un 15, un 14 et un 16, je perdrais 30 points à la fin de la partie. Sauf que là, si je viens avec un 15, ça fait une suite, donc je prends juste le 14, je vais simplement perdre 14 points. Ultra simple, c'est comme ça que ça se joue, mais le fait que l'économie est fermée, on peut essayer il faut tenter toujours avoir des jetons pour pouvoir dire non merci, parce que c'est vraiment incroyablement utile de pouvoir refuser des cartes comme ça. Mais encore une fois, si on a une carte qu'on veut vraiment, les autres joueurs la veulent pas nécessairement. Donc je reprends l'exemple que j'avais un 16 puis un 14. Le 15, pour moi, est incroyablement bénéfique, mais pour les autres joueurs, ça leur fait perdre 15 points avec aucune possibilité de faire une suite. Ça veut dire qu'au lieu de dire simplement merci puis de prendre la carte tout de suite, on va essayer de mettre un peu plus de jetons pour justement essayer de mousser comme ça. Mais il faut faire attention parce que ça se pourrait qu'un joueur décide de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, parce que oui, il va perdre 15 points, mais toi, tu vas en perdre encore plus. Donc une espèce de petit twist après quelques parties qui s'installe. Un jeu, comme je disais, très simple. J'en parle beaucoup plus que ça devrait, mais c'est un petit jeu très sympathique que je vous invite à regarder si jamais c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser. Je continue avec, en parlant de petits jeux simples, j'ai finalement joué à Santorini, New York. Alors, pour ceux qui me connaissent, Santorini, ils savent que j'adore Santorini. C'est un jeu à 2 joueurs que j'ai joué. C'est mon jeu le plus joué de ma collection. Bon, ça aide que c'est un petit jeu très rapide à jouer. Mais lorsque Santorini New York a été annoncé, c'est pas le genre de jeu qui est arrivé rapidement. Donc, il a fallu que je commande ma copie sur Amazon parce que les boutiques en avaient pas. Je dirais que c'est un jeu qui prend énormément de l'ADN de Santorini, mais ça le rend assez différent. Donc, il y a des cartes qui vont avoir des effets variés. Et là, selon les parties qu'on va jouer, on va pouvoir changer les parties. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est vraiment un 2 à 5 joueurs, en fait. Parce que
Santorini, l'original, il disait 2 à 4 joueurs. Il y avait un mode à 3 joueurs, un mode à 4 joueurs, mais oubliez ça, c'est vraiment un jeu à 2 joueurs. Dans le cas de New York, j'ai trouvé même qu'il était plus intéressant avec plusieurs joueurs. J'ai joué à 2 joueurs, j'ai trouvé ça bien, mais tant qu'à jouer ce concept-là, je pense que je vais jouer à l'original. Mais j'ai trouvé qu'à plusieurs joueurs, il y avait une petite twist intéressante parce que dans Santorini, New York, l'ordre de tour va être déterminé par une initiative, donc un chiffre en haut des cartes. Donc on va avoir une main de carte, on va choisir une carte en secret et lorsque tout le monde va choisir, on va la révéler. La personne avec la carte la plus haute, souvent un effet très intéressant, mais va être un peu plus tard dans le round. Et ça amène une espèce de dynamique différente parce que tout le monde va jouer son tour, mais l'ordre dans lequel va changer énormément. Un bon petit jeu, encore une fois, à 2 joueurs, je préfère l'original, mais je pense que pour un jeu de 2 à 5 joueurs, très facile à sortir et très rapide, on se le cachera pas, c'est très simple. Et il y a quand même de la variété, ce que je trouve intéressant avec les différentes cartes. J'ai joué juste avec les cartes de base pour l'instant, mais c'est le fun de savoir qu'il y a plusieurs autres choses qui sont. C'est probablement un jeu que je vais sortir de temps à autre. Parlant de New York, on était à Santorini, New York, là on va tomber à New York Zoo. New York Zoo est un jeu de placement de tuiles, donc de polyominoes. Pour ceux qui le savent, qui suivent la chaîne peut-être, vous allez savoir, j'adore les petites pièces de Tetris. Patchwork est un jeu que j'aime beaucoup et toutes les simili-patchwork qu'on peut trouver, je les ai pratiquement tous essayés. New York Zoo, lui par exemple, je ne l'avais pas encore fait et c'est mon ami Joe qui est venu chez moi pour pouvoir me le présenter, parce que j'étais très heureux de pouvoir y jouer. C'est un jeu de tuiles, encore là, très simple. C'est une course. Le but, ça va être de remplir son plateau. On va placer des petits meeples qui sont d'ailleurs assez mignons, les petits meeples de différents animaux comme ça. Je dirais que ça révolutionne rien, mais pour une raison que j'ignore, j'ai toujours aimé ça, les concepts de polyminos, de remplir de remplir son plateau un peu à la Tetris. C'est un concept que j'aime beaucoup. C'est pas un jeu qui est exceptionnel, mais c'est un jeu qui est assez bon pour que je me demande si j'en ferai pas l'acquisition. Encore une fois, bon, est-ce qu'il sortirait vraiment souvent? C'est un jeu plus léger, quand même intéressant. Je dirais, bon, j'ai simplement joué à 2 joueurs, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai bien aimé ma partie quand même. Je continue avec un autre jeu, celui-là j'avais hâte de l'essayer, c'est le jeu Winter Kingdom. Alors, il y a quelques années, Donald X. Vaccarino, le designer du très fameux Dominion, a sorti un jeu qui s'appelait Kingdom Builder. D'ailleurs, bien avant toute la folie de jeux de société que j'ai eu, c'est un des titre moderne qui m'a remis un peu dans le bateau des jeux de société. Je me rappelle, là, ça avait été, je vais acheter une grosse boîte, là, puis là, j'avais joué à Kingdom Builder, que je trouvais intéressant, mais je m'en étais lassé après peut-être une dizaine de parties. Là, bon, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je sais qu'il y a énormément d'extensions qui sont sorties, mais j'avais mis ce jeu-là de côté, loin des yeux, loin du cœur. Mais il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de jouer sur Board Game Arena, et on a fait une partie de Kingdom Builder, un jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué. Et en y rejoignant, je me suis rappelé les vertus intéressantes de ce jeu-là. Bon, Kingdom Builder, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui, on a un plateau, on va placer des petites maisons selon un terrain. Le X, c'est que, bon, il y a plein de petites cases d'hexagones avec des terrains différents. C'est le positionnement qui est intéressant, parce que lorsqu'on va jouer une carte de ce terrain-là, exemple la forêt, on va devoir placer 3 petites maisons sur des forêts, mais adjacentes à nos propres campements. Et là, il y a un paquet de règles qui changent à chaque partie, parce qu'on va faire des points de manière différente. J'aimais ce jeu-là, mais je trouvais que c'était contraignant, parce qu'on a simplement une carte dans nos mains. On sait qu'on va jouer une forêt, on sait qu'on va jouer un désert le prochain tour, mais ça m'avait tanné un peu, j'aurais aimé ça avoir un choix. Mais à un moment donné, je me rends compte que le jeu mise vraiment sur le positionnement sur le plateau et je trouvais ça, en rejoignant sur Board Game Arena, je me suis rappelé que c'était le fun. En revoyant ça, je me suis dit, il y a une nouvelle version qui est sortie, Winter Kingdom. Et là, j'arrive finalement à ce jeu-là. Ça se trouve être une version qui dit un peu plus gamer de Kingdom Builder. Le jeu offre beaucoup de façons de faire des points différentes, mais c'est les actions spéciales qui sont différentes parce que chaque joueur va avoir des actions spéciales individuelles. Dans l'original Kingdom Builder, on avait des endroits qu'on pouvait aller lorsqu'on avait qu'on était adjacent à cet endroit-là, on pouvait retirer des bonus. Mais là, les cartes, on va devoir les acheter avec une économie, un système d'économie. Donc, on peut se faire des pièces avec des règles qui vont changer de partie en partie. Comme l'original, on peut changer énormément, il y a énormément de permutations pour faire des points. Chaque partie, on va tirer des cartes différentes qui vont faire des variétés de points. Ils ont aussi des cartes de pouvoir qu'on va avoir à chaque partie qui vont être différentes. Donc, on n'aura jamais la même combine et ça reste un petit jeu de puzzle intéressant, le positionnement spatial, de déplacer les choses comme ça. Mais il faut faire attention, c'est un jeu qui mène énormément au AP, donc la paralysie analytique. Si on se met à un peu trop réfléchir sur ce jeu-là, il faut faire attention de ne pas jouer avec trop de gens qui souffrent de ce syndrome-là, de vouloir over-analyser tout ce qu'il y a, parce que oui, on peut essayer d'optimiser absolument tout, mais à un moment donné, il faut y aller sur le pif, sur le fly un peu, là, sur le gut feeling que j'appelle. Encore une fois, j'ai bien aimé Winter Kingdom. Je pense pas que je vais y jouer avec énormément de joueurs, mais je pense qu'à 2 joueurs, même 2 ou 3 joueurs, c'est un jeu qui offre un potentiel très intéressant. Je continue avec un autre petit jeu de puzzle un peu. Ça s'appelle Gods Love Dinosaurs. Alors, les dieux aiment les dinosaures.
C'est un jeu où on va placer des tuiles sur notre plateau, mais on va placer aussi des petits meeples d'animaux. Donc, les animaux, il y a des proies, il y a des prédateurs, et il y a les dinosaures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en plaçant les tuiles, on va placer certains petits meeples, si on veut, d'animaux. Donc, des proies, justement, des prédateurs, des choses comme ça. Et lorsqu'on va arriver avec une certaine condition, qu'une colonne va être vidée de tuiles, à ce moment-là, on va activer cette colonne-là. Donc, si jamais on active les proies, donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pouvoir se multiplier. Donc, selon les cases, les différents terrains, on va pouvoir en mettre plusieurs. Donc, on va populer un peu notre plateau de jeu avec ça. Les prédateurs, pour leur part, vont devoir tenter de manger des proies. Donc, le prédateur, lorsqu'il est activé, il va devoir obligatoirement essayer de manger des proies. Ça va faire en sorte qu'il va faire plus de prédateurs, si on veut. Il va se reproduire. Et ça amène vraiment un concept intéressant parce que là, il va falloir placer nos proies de manière à ce qu'il y en ait beaucoup, placer nos prédateurs de manière à ce qu'ils puissent les manger de manière optimale parce que les prédateurs se déplacent de façon différente et d'essayer de manager ça, de faire un écosystème de manière à ne pas avoir trop de proies ou trop de prédateurs. Mais en plus de ça, se rajoutent les dinosaures parce que les dinosaures, eux autres, vont essayer de prendre les prédateurs. Donc, ils peuvent se nourrir de proies, mais ça ne donnera pas de bonus. Mais s'ils se nourrissent de prédateurs sur le plateau de jeu, encore une fois avec leurs règles de déplacement, à ce moment-là, ils vont pouvoir faire des œufs. Donc, on va pouvoir choisir de garder les œufs pour faire des points ou de faire des nouveaux dinosaures. Mais ce qui est important, c'est que cet écosystème-là fonctionne toujours parce que les prédateurs doivent manger des proies. Idéalement, les dinosaures doivent manger des prédateurs. Donc, il faut essayer de gérer un peu tout notre plateau de jeu de manière à ce que tout tourne comme on le veut. Donc, un petit jeu de puzzle très intéressant. J'ai trouvé ça très sympathique. C'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu que je pense qu'il va sortir quelques fois sur la table, c'est certain. Je continue avec un jeu que j'ai rejoué, celui-là, c'est pas une nouveauté. C'est le jeu Aquatica, donc Atlante. J'avais eu le jeu, je sais, il y avait eu un petit buzz autour du bord à la sortie du jeu. J'ai joué quelques parties, je l'ai mis un peu de côté. Ça en est resté là. Mais là, ça faisait quelques temps que je me disais, il me semble que ce serait pour être le fun de ressortir ce jeu-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas essayé. Et j'ai eu l'occasion de le jouer à 2 joueurs. J'ai acheté l'extension aussi, mais quand j'ai joué, j'ai décidé, finalement, je vais me remettre avec le jeu de base pour essayer de l'apprendre à mon ami. Et je trouve que c'est un petit jeu qui est vraiment sympathique. C'est pas un jeu qui est incroyable. Encore une fois, là, c'est pas un jeu qui m'a flabbergasté, mais je trouve que le matériel est beau, puis le concept de placement, parce que dans Atlante, Aquatica, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tenter de marquer des points, hein, bien entendu, mais avec un système de cartes. Et là, les cartes, lorsqu'on va les prendre, on va les placer sur notre plateau de jeu. Et là, on peut les glisser sous notre plateau, de manière à avoir certains icônes. Et là, lorsqu'on va acheter des cartes ou générer des effets, on va pouvoir les déplacer, donc essayer de les rentrer le plus loin possible. Et lorsque la carte va être complètement entrée dans le petit trou en tant que tel, on voit l'espace et on peut marquer des points. Donc, on va cacher les cartes, on va prendre des trésors. Donc, il faut gérer nos cartes, il faut gérer nos actions. C'est un jeu qui souffre un peu de lui-même parce que c'est un jeu qui offre des concepts très intéressants, mais qu'on se dit, hey, ça aurait pu être exploité vraiment beaucoup. D'un autre côté, c'est un jeu qui est assez accessible pour offrir des concepts qui sont intéressants à des joueurs qui sont moins habitués de voir des gros jeux. Bref, c'est un jeu avec beaucoup de trucs intéressants qui manquent un petit peu de punch. Ceci dit, moi j'aime ce genre de jeu-là parce que c'est le genre de jeu que je peux présenter facilement. C'est le genre de jeu qui m'offre des challenges intéressants, mais que il est facile à apprendre. Il manque peut-être une petite coche de quelque chose, mais ça reste un genre de jeu très sympathique que je vais garder encore dans ma collection. Je continue avec une nouveauté, celle-ci que j'avais hâte d'essayer. C'est le jeu Consumption Food and Choices. Bon, je sais que pour certaines personnes, le thème des fois est pas très intéressant, est pas très primordial dans un jeu de société. Mais moi, je vais vous avouer que j'aime beaucoup les thèmes originaux. Alors, on se le cachera pas, Wingspan avait été surpris tout le monde parce que c'est un excellent jeu, du moins pour ma part, mais avec un thème très original, les oiseaux. Donc, dans Consumption, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeu où on va devoir tenter de gérer notre consommation de nourriture, donc notre alimentation, et de faire de l'exercice. Donc, c'est un jeu qui prône des choix intelligents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Consumption? Il y a un côté de placement d'ouvriers où on va placer nos petits ouvriers sur différentes zones du plateau de jeu. Mais à la base, on va devoir tenter d'aller chercher de la nourriture. Donc, on va aller à l'épicerie, aller chercher différents types de nourriture qu'on va pouvoir mettre dans notre frigidaire. Avec ça, on va pouvoir choisir des recettes qu'on va tenter de faire. Donc, les recettes vont nous demander d'avoir certains ingrédients et on va devoir les faire pour pouvoir éventuellement les manger. Et lorsqu'on les mange, nos recettes, on va placer les petits jetons de nourriture dans notre corps. Et là, notre corps est divisé par tous les groupes alimentaires et selon le plateau qu'on a choisi, on va devoir tenter d'avoir une diète qui est équilibrée. Donc, si on joue avec le jeu standard, on va devoir tenter d'avoir beaucoup de fruits et légumes, mais pas trop de viande non plus, puis pas trop de gras et encore moins trop de sucre. Donc, on doit gérer un peu ça. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté des plateaux, il y a des plateaux asymétriques. Donc, un plateau où on va préférer le junk food. Donc là, le gras et le sucre est un peu priorisé. Le plateau végétarien, que là, il faut absolument pas avoir de nourriture parce que si on a mangé de la
viande, parce que si on a mangé de la viande, ça va nous faire des points négatifs. Donc, c'est une question de balancer tout ça. Donc, pour justement passer notre trop-plein de nourriture qu'on va avoir manger, on peut également faire de l'exercice. Et là, on va pouvoir prendre nos jetons de notre corps et les placer sur l'exercice de manière à enlever un peu une petite couche là-dessus. Donc, je dirais que c'est de la gestion de ressources, mais l'idée, le thème en arrière de ça, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que la présentation visuelle est très présente. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est, comme je dis, c'est le thème, l'originalité du thème, de devoir magasiner notre nourriture, ou peut-être même de s'appeler une pizza, simplement se faire livrer une pizza, puis d'avoir un paquet de nourriture qu'on va manger. Ce sera pas toujours santé, mais l'idée comme ça, faite avec un jeu qui est très intéressant, de devoir bien balancer. Parce qu'ultimement, si on veut enlever le thème, on prend des jetons pour essayer de les placer dans différentes cases et essayer de faire en sorte d'arriver dans un certain racket. Donc, il faut que j'aille entre 2 et 4 produits laitiers dans mon corps à la fin de la partie. Mais, comme je dis, je pense que le thème se prête tellement bien. C'est un jeu où que le thème vient tellement bonifier le concept du jeu que, pour ma part, j'ai vraiment apprécié. Je continue avec des thèmes. Parlant de thèmes intéressants, j'ai joué à un jeu avec un thème unique. Et là, je vais vous dire, je pense pas que j'ai vu de jeu de société qui touche ce thème-là. C'est le jeu Lawyer Up. Alors, Lawyer Up est un jeu qui j'avais passé proche de backer sur Kickstarter il y a plusieurs mois quand le jeu est arrivé sur Kickstarter, mais ultimement j'avais choisi j'avais beaucoup de projets à ce moment-là, donc je l'avais pas backé, mais que lorsque je l'ai vu arriver en boutique, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour pouvoir l'essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à 2 joueurs. Bon, il y a un mode solo également où on va être il y a une affaire en cours, donc à la cour de justice, et là il y a quelqu'un qui est la couronne, quelqu'un qui est le défendant, donc le défenseur, et à ce moment-là, on va devoir tenter de gagner notre procès. Contrairement à beaucoup de jeux d'enquête, des choses comme ça, il n'y a pas une solution. Donc, il n'y a pas celui-là l'a fait, il l'a pas fait, le meurtre, il est coupable ou pas. Non. On va devoir jouer des cartes de manière à attirer les faveurs des juges. Et là, il y a plusieurs juges qui sont sur la table et on va jouer un peu des faveurs comme ça. Donc, on va essayer avec des arguments intéressants. Donc, des cartes qu'on va jouer, des pièces d'évidence, donc des témoins aussi qu'on va tenter de persuader des témoins vers nous. Donc, on va devoir amener des éléments de preuve. C'est le mot que je cherchais tantôt, des éléments de preuve pour pouvoir faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le concept de carte qui est fait parce que lorsqu'on va commencer à jouer, on a les cartes de la couronne, les cartes du défendant, mais on va rajouter les cartes de l'affaire en cours. Là, la boîte de base vient avec deux cases, là, si on veut, 2 enquêtes, 2 procédures de justice, mais on peut les rejouer là, incroyablement là, parce que c'est juste les cartes qui vont populer le deck parce que les parties vont être différentes à chaque fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir, justement, c'est un jeu de souk à la corde, ultimement. On va devoir tirer les faveurs des différents juges en jouant des cartes qui vont nous donner de l'influence. Et là, on va pouvoir, avec certains effets, générer des bonus. Donc, les cartes ont un effet lorsqu'on les joue. On va devoir gérer notre main. Et là, tout ça pour essayer d'attirer les faveurs, justement, des témoins. Et le but, c'est qu'à la fin de la partie, on ait la faveur du juge. Mais j'ai trouvé que le jeu est tellement incroyablement rafraîchissant. C'est un jeu, comme je dis, à 2 joueurs, où on va devoir, qu'on connaît les cartes, c'est plus intéressant. Mais en jouant des cartes comme ça qui ont des bonus, qui ont des effets, on peut annuler les effets de l'autre avec une objection bien placée. Je dirais d'ailleurs que ça fait énormément penser au jeu vidéo Phoenix Wright. Donc c'est un jeu très sympathique d'ailleurs. J'ai lu dans les commentaires que la compagnie n'arrête pas de blaguer en disant on attend l'appel de Capcom pour pouvoir faire le jeu avec cette licence-là. Mais j'ai trouvé que le thème venait vraiment hausser le jeu. Encore une fois, juste une partie de jouer, c'est vraiment minime. Même que je l'ai joué hier soir, donc c'est vraiment tout frais en tête. J'ai aimé ce concept-là, mais je vais probablement vous en reparler un peu plus le mois prochain parce que c'est un jeu que je vais jouer probablement plusieurs parties. Je continue avec un jeu que j'avais mis de côté pendant très longtemps, même que je l'avais vendu, et là, l'année passée, je l'ai réacheté. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais là, c'était le moment de sortir Innovation. Innovation est un jeu de cartes assez chaotique. Bon, la preuve, je l'avais vendu à cause de ça. On avait joué une partie à 3 joueurs et ça avait été un peu bordélique. Ce qui est intéressant avec Innovation, c'est que c'est un jeu par le designer Carl Chudik, un designer que j'apprécie beaucoup, qui a fait des succès comme La Gloire de Rome, entre autres, et même il a été co-designer de Red Seven, un petit jeu de cartes très sympathique. Dans Innovation, c'est un jeu, bon, grosso modo, avec un thème de civilisation, mais c'est un jeu où on va devoir construire un tableau, et là, on va générer des effets. Le jeu est incroyablement méchant. C'est pour ça que je pense qu'à 2 joueurs, c'est mieux, parce que on sait que la rage va tout le temps être dirigée vers la même personne, mais si on jouerait à 3 ou 4 joueurs, il y aurait souvent, on peut se faire des ennemis avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est très mine, donc perdre des cartes, enlever des cartes, détruire des cartes, échanger des cartes. On peut se faire briser notre engine, mais il y a beaucoup de cartes comme ça. Et là, chaque partie va être différente. C'est un jeu qui est... Je dirais que ça a de l'air chaotique au début, mais quand on joue, on se rend compte qu'il y a un peu plus de stratégie, il y a beaucoup plus de concepts qu'on peut essayer de travailler, et en connaissant les cartes, ça va vraiment aider beaucoup. J'ai rejoué, je me suis rappelé pourquoi ce jeu-là était excellent. Encore une fois, c'est un chaos. On joue à 2 joueurs. La première partie qu'on a joué, c'est comme...
OK, là, ça a fait une combine, on réussit à trouver une combine exploitée, briser le combo de l'autre, puis finalement victoire. Mais tu sais, je pense que des jeux comme ça, c'est intéressant. C'est des jeux de cartes avec des combos, des possibilités de combos incroyables, de virer des affaires. Et moi, j'aime ça dans le jeu de société. Donc, c'est pas un jeu que je vais conseiller à tout le monde, mais c'est un jeu genre Sylvain. Parce que moi, j'aime ça, faire ce concept-là. Brasser des combines, faire des combos, essayer de trouver des affaires de même. Ça vient chercher un peu mes anciens jours de Magic. Je dirais que Innovation est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Je continue avec un jeu qui, lui, en tout cas, personnellement, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. C'est le jeu Trip Lock. Alors, Trip Lock est un jeu de la compagnie Chip Theory Games. Une compagnie qui, tout honneur, toute gloire, tout honneur pour eux, ils font des jeux d'une qualité incroyable, que ce soit par le matériel, le Too Many Bones, d'ailleurs, qui va avoir une version française, ou encore de Cloud Spire. Donc, c'est un des gros jeux absolument épiques, avec du beau matériel, des belles chips de poker, des tapis de néoprène. Et lorsque j'ai vu Trip Lock, j'étais curieux de voir un petit jeu de casse-tête, plus à un joueur, avec une toute petite boîte, avec encore ces belles petites chips-là, et un thème quand même relativement intéressant. C'est un jeu où on va devoir tenter de crocheter une serrure. Je trouvais que le thème est intéressant. J'ai joué 2-3 parties, donc c'est pas assez pour que je puisse vraiment dire les raisons pour lesquelles que j'ai pas trippé, mais j'ai trouvé ça ordinaire un peu. On doit manipuler les différentes parties d'engrenage de manière à avoir une solution pour pouvoir essayer de cliquer la porte. On va avoir un timer en tant que tel, donc on n'aura pas le temps qu'on veut, mais on va devoir manipuler les différentes chips. Je pense que c'est que le jeu vient avec un élément poussé de mémoire, parce que des fois, on va pouvoir révéler des chips, regarder voir c'est quoi le symbole, tenter de les manipuler de manière à ce que les symboles soient tous alignés dans le bon ordre, mais on doit utiliser la mémoire, et je pense que, pour moi, j'ai de la misère avec les jeux de mémoire. Souvent, je vais oublier ce que je l'ai fait, je pars dans une idée, puis là, j'essaie de me concentrer. Pourtant, il n'y a pas énormément d'éléments là, à se rappeler, mais je pense que pour moi, ça a été une source de frustration un peu. Encore une fois, je veux lui donner une autre chance. C'est un jeu qui a un concept intéressant, un petit jeu de casse-tête tout petit. Encore là, c'est une toute petite boîte aussi. Et c'est Chip Theory Games, donc c'est probablement la raison pour laquelle que je vais lui donner encore une autre chance. Je continue avec le jeu Mini Express. Mini Express, c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter parce que j'avais joué sur Tabletopia l'année dernière. Ouais, au début du confinement, je me rappelle, on avait joué à Tabletopia et on avait joué à Mini Express. Ce que j'aimais de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui a le même ADN que Mini Rail. Un jeu que j'avais vraiment aimé, un jeu de train économique, mais tout petit. Et là, c'est des décisions crunchy, donc des grosses décisions qu'on a à faire, mais dans un petit jeu qui est incroyablement simple. Et je dirais que j'aime beaucoup les jeux de train, mais j'ai pas la patience de jouer à un jeu de la série 1800 ou des choses comme ça. Dans Mini Express, premièrement, bon, c'est une boîte pas trop grosse, mais on va devoir tenter de gérer des compagnies de train comme ça. Donc, on ne contrôle pas nécessairement une compagnie, on va contrôler on va essayer d'avoir de l'influence dans les différentes compagnies. Et là, plus la compagnie de train prospère, et plus on a de l'influence, et plus ça va être utile parce que les shares qu'on va avoir, les actions de compagnie vont prendre la valeur selon la position, donc selon l'influence qu'on a dans ces derniers. Donc, on n'a pas nécessairement d'argent, mais on doit tenter de gérer la valeur des compagnies avec le nombre d'actions qu'on a et l'influence de manière à marquer plus de points. Donc, c'est une espèce de petit branle-bas de combat très tactique. Zéro stratégie à avoir, on doit essayer de se planifier absolument rien parce qu'il faut réagir. Et si les autres joueurs prennent trop d'une couleur, d'une compagnie, et nous autres on en a pas beaucoup, on va tenter de freiner leurs avancées de manière à essayer qu'ils génèrent pas de trop de revenus, trop de points. Tandis de notre part, on va essayer d'aller chercher une couleur peut-être que les autres ont pas, mais en voyant ça, qu'on fait prospérer une compagnie, je fais prospérer la compagnie blanche, les autres joueurs vont peut-être leur donner le goût d'aller là-dedans pour pouvoir essayer de faire des points eux autres aussi, mais on va devoir en plus de ça gérer l'influence qu'on a. Donc encore une fois, un petit concept tellement simple, tellement bien appliqué, un jeu qui est intéressant, qui est pas trop long non plus. C'est un jeu qui joue très bien. Le hic, c'est que comme beaucoup de ce genre de jeux-là, il se joue à 1 et 2 joueurs, mais c'est pas un player count que je recommande particulièrement. C'est un jeu qui joue très bien, par exemple, de 3 à 5. Je trouve ça le fun d'avoir différentes personnes, d'avoir des humains au lieu d'avoir un automa, là, comme les versions avec peu de joueurs offrent. Je pense que l'idée, c'est de comparer avec les autres et de s'ajuster au quart de tour. Et c'est ce qui fait le charme de ces jeux-là. Des jeux où on va devoir réagir constamment. Je continue finalement, pour terminer la liste, un jeu que j'avais tellement hâte de jouer, que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, et c'est un jeu qui ne plairait pas nécessairement à tout le monde. J'ai recommencé à jouer à Warhammer. Ah, enfin! Les soirées de jeu entre amis, je peux finalement retrouver mes compagnons de Warhammer de manière à faire des guerres de petites
figurines en plastique avec un paquet de dés, puis des petites figurines qu'on leur met des fusils, piou piou. Donc ultimement Warhammer est un jeu de duel où on va affronter une armée contre une autre. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que oui, bon, c'est une culture à part, c'est un jeu, un lifestyle game qu'on appelle un jeu qu'on doit énormément investir de temps, d'énergie et d'argent aussi, on se le cachera pas. Games Workshop aime ça faire des choses de qualité, mais assez coûteuses. Donc, dans Warhammer, on a une armée qu'on va devoir créer. Donc, créer l'armée, c'est une partie tellement le fun du jeu en plus, de se faire une liste. On appelle ça du list building, parce qu'on a un certain nombre de points. Donc, exemple, on fait une partie à 1000 points, et là, 1000 points, je vais devoir utiliser, 150 points pour avoir mon leader. Parfait, excellent. Si je veux lui mettre un bouclier, je peux lui mettre un bouclier, mais ça lui coûte 10 points. Donc, on fabrique une liste comme ça, et lorsqu'on arrive avec une liste, selon certains barèmes, on va simplement arriver, parfait, j'ai cette liste-là, l'adversaire a sa liste, et voilà, on s'affronte. On va se déplacer de manière tactique, jeter beaucoup de dés, donc certain que le hasard des dés est là, mais aussi quelque chose qu'on parle rarement de ce jeu-là, ce qui fait la profondeur de Warhammer, c'est les règles sont tellement évoluées, c'est tellement pas complexe, parce que ben oui, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, beaucoup de management qu'on peut faire, de stratagèmes, de factions, de pouvoirs aussi, du micromanagement, des unités qui ont des pouvoirs spéciaux. Si on est à 6 pouces de cette unité-là, on peut rerouler des dés, des choses comme ça. Et je dirais qu'il y a tellement de choses que on essaie de se focusser sur, bon, ok, je vais essayer de me rappeler lui, qu'est-ce qu'il fait, lui, qu'est-ce qu'il fait. Je prétends peut-être toucher la pointe de l'iceberg de Warhammer. J'utilise peut-être mes armées à 30%, mais j'ai beaucoup de plaisir. Et les gens avec qui je joue aussi sont des gens qui rendent les parties amusantes. Donc, même s'il y a des parties que j'ai roulées vraiment des dés de bouette, ça n'a pas été du tout. J'ai eu du plaisir et on n'est pas là nécessairement juste pour c'est parfait, je vais détruire complètement l'autre avec un paquet de stratagèmes puis de combos. Puis, c'est comme jouer Magic de tournoi ou jouer Magic entre amis. Bon, en tournoi, c'est un tournoi, c'est fait pour ça, mais de jouer des decks de tournoi entre amis, c'est un peu moins le fun. Et là, j'ai la chance d'avoir des amis avec qui je joue à Warhammer et qui rendent la chose le fun. Donc, beaucoup de brassage de dés, beaucoup de petites figurines en plastique, un peu de peinture, beaucoup de temps à passer là-dessus, mais énormément de plaisir pour ma part. Donc, ça fait le tour de mes expériences de jeu. Je pense que j'ai parlé un peu plus longtemps que d'habitude. Je me suis emporté sur quelques jeux à quelques reprises. Je pense que juste au début de parler de No Thanks pendant un petit peu trop longtemps. Mais que voulez-vous, ça fait du bien de pouvoir vous parler de jeux de société parce que c'est une tribune que je trouve tellement intéressante de pouvoir justement vous partager mes opinions parce que ça se pourrait que vos opinions soient complètement différentes. Et savez-vous quoi? J'espère que vous allez les écrire dans les commentaires parce que j'adore ça. Avoir cette espèce de retour de la communauté-là. Parce que oui, mes expériences de jeu, c'est encore une fois, il y a des jeux que j'ai aimés, des jeux que j'ai moins aimés en tant que tel aussi, mais j'aime ça avoir votre feedback aussi. Et si j'ai la chance de vous faire découvrir des jeux ou de faire rendre compte qu'il y a des jeux que finalement, c'est peut-être pas votre tasse de thé, ben tant mieux, parce que c'est ça la beauté de cette tribune-là. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous encourager, je vous invite à faire un petit pouce en l'air sur la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Donc, c'est toujours le fun de voir le feedback comme ça. Et là, il y a des gens qui vont se dire souvent, bah, ça sert à rien de m'abonner ou de faire un petit like. Dites-vous que chaque petit pouce en l'air est tellement motivant. Non, on fait pas ça pour retirer les bénéfices. Ah, ok, j'ai 27, j'ai 50 likes sur celui-là. Non, ça fait juste plaisir de voir que les gens nous écoutent. Et je pense que c'est un petit clic qui peut juste nous dire, hey, je vous écoute, c'est le fun. C'est encourageant, je pense, comme petite chose. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez nous encourager encore plus, on a également un Patreon. Je veux pas nécessairement vous casser les oreilles avec ça. Vous allez voir dans la description de la vidéo, encore une fois, les détails sont là, mais vous avez la possibilité, si jamais vous voulez nous encourager de manière financière. D'ailleurs, nos Patreon, je tiens à les remercier. Donc, merci beaucoup aux gens qui mettent, ne serait-ce qu'un petit peu, au même titre que les gens qui donnent un peu plus ou quoi que ce soit. C'est juste le fun de voir le feedback de la communauté. On essaie d'être avec vous. Vous allez avoir accès à plein de petites choses intéressantes. Et d'ailleurs, je tiens à faire des remerciements parce que oui, c'est grâce au Patreon qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait, de le faire, d'essayer de vous montrer plein de choses, vous parler de jeux de société parce que c'est une passion et c'est toujours très agréable de pouvoir la partager avec vous. Donc, je tiens à faire des remerciements particuliers à Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, créateur du jeu de société Souls, donc un jeu de société que j'ai très hâte de découvrir. Merci aussi à Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Miguel Piette, Jessica Hébert, Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau, Robert Savard, mais merci aussi à Mathieu Marcarian, à Steve Griggs, à David Castonguay, Marc Thibault, à toute l'équipe de Jack Bro aussi, à Terry Roy, Nicolas Perron, François Tétrault, Emmanuel Chauveau, Serge Darvaux, Philippe Pierquin, Lionel Fourré, Normand Gravel, Frédéric Charles, Cyril Souchu, Steve Provo-Paquette et également Steve Rassat. Je vous remercie du fond du cœur du soutien que vous nous apportez sur la chaîne. Donc,
ça fait le tour de mon quoi de neuf. Donc, y a-t-il des jeux là-dedans que vous êtes intéressés, que je vous parle un peu plus? J'ai pas trop prévu encore mon mois de juillet. Je dirais que là, j'ai pris le fait un petit peu... je me suis ramené un peu à l'ordre avec mes jeux. J'essaie aussi de focaliser sur certains jeux. Y a-t-il des jeux qui vous intéressent, que vous aimeriez que je vous en parle un peu plus? Encore une fois, dans les commentaires, gênez-vous pas de le placer là, de manière à peut-être qu'éventuellement, je pourrais produire du contenu vidéo. Donc, c'est ça. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!